Le jour où j'ai compris que mes parents s'introduisaient régulièrement dans mon appartement n'a pas été le jour où tout s'est effondré, mais celui où j'ai saisi jusqu'où ils étaient prêts à aller. Je rentrais chez moi pour trouver des lumières allumées que je n'avais pas touchées, des plats cuisinés que je n'avais pas préparés, des couvertures gardant la forme de corps qui n'était pas le mien. Chaque recoin de montée de murmurait que je ne vivais pas seule du tout. Les gens pensent souvent que la famille dépasse les bornes par amour, mais que se passe-t-il quand franchir ces limites devient leur seule façon de vous tenir? Car c'est au moment où j'ai finalement disparu que la véritable histoire a commencé. Je n'ai pas toujours été aussi méfiante, il fut un temps où je croyais que les limites étaient simples, on trace une ligne, les gens la respectent. Mais dans ma famille, une ligne n'était qu'un obstacle à enjamber. C'est peut-être pour cela qu'à 29 ans, je sursautais encore lorsque mon téléphone s'allumait avec le nom de ma mère, Valérie, ou quand la voix de mon père, Philippe, prenait ce ton doux et culpabilisant qu'il utilisait pour obtenir une soumission silencieuse. En grandissant, l'intimité était un fantasme que je regardais les autres enfants savourer, la porte de ma chambre aurait tout aussi bien pu être en verre. Ma mère entrait quand bon lui chantait, parfois en fredonnant, parfois en silence, toujours en train de fouiller. Elle prenait mes carnets, parcourait les pages, posait des questions déguisées en inquiétude. « Tu caches trop de choses », disait-elle, sans jamais se demander pourquoi j'éprouvais le besoin de me cacher. Mon père n'intervenait jamais, il haussait les épaules, marmonnait quelque chose sur le fait d'avoir la paix, et la laissait faire. Pendant ce temps, ma petite sœur Léa vivait comme une princesse dans un royaume bâti sur des exceptions, sa chambre était une zone interdite, son désordre était appelé créativité, ses erreurs étaient des phases, les miennes étaient des avertissements. C'était une maison avec deux règlements, l'un indulgent, l'autre étouffant, et j'ai grandi en sachant exactement lequel s'appliquait à moi. Alors, quand j'ai finalement déménagé dans ce 2 pièces avec vue sur les toits de Lyon, j'ai cru avoir franchi un seuil invisible vers l'âge adulte. J'avais acheté ma propre vaisselle, rangé ma bibliothèque comme je l'aimais, accroché des guirlandes lumineuses qui rendaient les soirées plus douces que tout ce que j'avais connu. Je respirais différemment là-bas, plus lentement, plus profondément, comme si mes poumons faisaient enfin confiance à l'air ambiant. Mais cette paix n'a pas duré. La première fois que ma mère s'est invitée, elle a agi comme si c'était une visite surprise, apportant des courses que je n'avais pas demandées, enfilant un tablier sorti de son sac à main Louis Vuitton pour se mettre à cuisiner comme si elle attendait cette occasion depuis une semaine. Papa s'est installé sur mon canapé, prétendant vouloir juste admirer la vue sur la Pardieu, bien que ses yeux dérivaient constamment vers mon courrier posé sur le buffet. Je me suis dit que c'était un malentendu, un excès de zèle qu'elle corrigerait une fois que j'aurais expliqué, mais expliquer quoi que ce soit à ma mère n'avait jamais rien changé auparavant, et ça n'a pas changé grand-chose cette fois-ci. Puis sont venues les petites violations, des boîtes déplacées, des vêtements que je n'avais pas portés depuis des mois soudainement dans le panier à linge, une légère empreinte sur mon oreiller, Léa empruntant mon pull en cachemire sans demander, l'écran de mon ordinateur portable resté ouvert sur des onglets que je ne reconnaissais pas. Chaque incident était assez petit pour être excusé, mais ensemble, ils ressemblaient à une marée montante sous mes pieds. Je connaissais ce schéma, je l'avais déjà vécu, et tout comme quand j'étais adolescente, ma mère appelait ça de l'amour, mon père appelait ça de la protection, et j'étais censée appeler ça la normalité. Sauf que cette fois, ce n'était pas leur maison, c'était la mienne. Au fond de moi, je sentais déjà quelque chose que je n'étais pas encore assez courageuse pour admettre, si je ne les arrêtais pas bientôt, ils me prendraient cet endroit aussi, une porte déverrouillée, une excuse, une intrusion à la fois. Le basculement ne s'est pas produit d'un coup, c'était lent, silencieux, comme un courant d'air glissant par une fenêtre qu'on croyait scellée. Je rentrais du travail et remarquais quelque chose d'à peine perceptible, un placard resté ouvert, les épiceries organisées, mes serviettes pliées bord vers l'extérieur au lieu de vers l'intérieur. Des choses inoffensives, faciles à ignorer, mais c'est ainsi que ma mère fonctionnait, non pas avec des tempêtes, mais avec des brises qui finissaient par devenir des vents assez forts pour vous remettre à votre place. Un jeudi soir, je suis rentrée pour trouver mon réfrigérateur réorganisé à sa manière, les légumes en haut, les protéines au milieu, les aliments tentation cachés derrière tout le reste. Les plats préparés que j'achetais pour les semaines chargées avaient disparu, remplacés par des bocaux de ses soupes, ses vinaigrettes, ses préférences, une vie curatée, la sienne, pas la mienne. Je suis restée là, l'air froid s'échappant du frigo, réalisant que je n'imaginais rien de tout cela, j'étais sous gestion. Puis il y a eu Léa,
elle traitait mon appartement comme un niveau bonus dans un jeu vidéo qu'elle possédait déjà. Je trouvais ses traces partout, des taches de mascara près de mon miroir, des gobelets de café glacés à moitié finis dans mon évier, des vêtements jetés sur le dossier de ma chaise. Quand je la confrontais, elle en riait. « Détends-toi, Camille, tu agis comme si j'étais une étrangère. » Elle le disait toujours comme si j'étais déraisonnable, comme si le problème n'était pas qu'elle franchisse les limites, mais que je veuille qu'elle soit respectée. Mais le moment où tout a craqué, la fin du déni, est arrivé 2 semaines plus tard. Je suis rentrée après une longue journée, espérant le silence, pour trouver mon ordinateur portable ouvert sur la table basse. Des pages de notes que je n'avais pas écrites s'affichaient à l'écran, des recherches que je n'avais pas faites, des fenêtres que je n'avais pas ouvertes, et comme pour laisser une preuve, l'un de mes brouillons de projet était ouvert, comme si quelqu'un avait commencé à lire mais s'était ennuyé à mi-chemin. Ma poitrine s'est serrée. J'ai appelé ma mère. Elle a décroché immédiatement. « Oh chérie, ne sois pas dramatique », a-t-elle dit quand j'ai demandé si elle était passée. « Ton propriétaire m'a laissé entrer, je lui ai dit que tu ne me répondais pas et que j'étais inquiète. Honnêtement, tu devrais être reconnaissante que quelqu'un veille sur toi. » Quelque chose en moi s'est glacé. « Maman, ai-je chuchoté, tu as menti pour entrer chez moi. » Ce n'est pas mentir, c'est de l'inquiétude. Tu travailles trop, tu t'isoles, tu as besoin de soutien. Soutien ? Ce mot ressemblait à un piège qui se refermait. Après avoir raccroché, je me suis assise par terre, le dos contre le canapé, laissant le poids de tout cela s'installer. Chaque souvenir d'enfance, les journaux intimes ouverts, les SMS surveillés, la localisation tracée, tout est revenu en une vague étouffante. Ce n'était pas nouveau, c'était le même schéma, ravivé et enhardi. Le lendemain matin, impossible de me concentrer au travail. J'ai réservé une séance de thérapie pendant ma pause déjeuner. Ma thérapeute a écouté, puis s'est penchée en avant et a dit doucement, « Camille, ce n'est pas de l'inquiétude, c'est de l'envahissement. Ce ne sont pas des accidents, ce sont des violations de limites. » C'était la première fois que quelqu'un nommait ce que j'avais eu trop peur d'articuler. « Votre maison n'est pas sûre », a-t-elle ajouté doucement, ni émotionnellement, ni psychologiquement. Vous avez besoin de distance, une distance qu'ils ne peuvent pas outrepasser. Je suis sortie dans l'air froid de Lyon avec une pensée se répétant comme un battement de cœur, si je reste ici, ils ne s'arrêteront jamais. Une fois la vérité installée, ce genre de vérité qui ne frappe pas à la porte mais qui vous traverse la poitrine, je savais que rester signifiait capituler. Les mots de ma thérapeute résonnaient, vous avez besoin de distance. Elle ne parlait pas d'une conversation, ni d'un ton plus ferme, ni d'une autre tentative vouée à l'échec pour fixer des limites. Elle voulait dire fuir. Une distance physique réelle, sans trace. Alors, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire. Je me suis assise à ma petite table de cuisine, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai tapé 4 mots dans la barre de recherche, appartement résidence sécurisée Lyon. En faisant défiler les annonces, j'ai réalisé à quel point mon monde avait été petit. J'avais passé des années à croire que l'intimité était un privilège réservé aux autres, mais ce soir-là, pour la première fois, l'intimité ressemblait à quelque chose que je pouvais choisir. J'ai trouvé un immeuble récent près de Confluence, accès par badge, hall avec personnel, caméra dans chaque couloir, ascenseur nécessitant une autorisation juste pour bouger. Un endroit où personne ne pouvait entrer par le charme, pas même ma mère. J'ai programmé une visite pour le lendemain matin. Dès que je suis entrée dans le hall, j'ai su, l'éclairage chaud, le bourdonnement silencieux de la climatisation, les sols polis reflétant les lumières de la ville. Cela ressemblait à un endroit construit pour des gens qui avaient autant besoin de murs que d'air. L'agent immobilier m'a montré un appartement d'angle avec de grandes fenêtres et un balcon verrouillé. Je suis restée là, imaginant un silence qui n'appartiendrait qu'à moi. J'ai signé le bail avant que ma peur ne puisse m'en dissuader. Le déménagement devait se faire en secret. Aucune chance pour ma mère de me culpabiliser, aucun espace pour que Léa en fasse un spectacle. Juste de l'action. Une action propre et irréversible. Mes amis Sarah et Julien ont proposé leur aide dès que je leur ai dit, arrivant après minuit avec des sweats à capuche et des gants comme si nous planifions un casse. Dis-moi encore pourquoi on chuchote, a murmuré Julien en scotchant des cartons. Parce que s'ils arrivent,
ai-je chuchoté en retour, je ne pourrai pas partir. Nous avons tout emballé, vêtements, livres, ustensiles de cuisine, calmement, méthodiquement. J'ai laissé derrière moi tout ce qui semblait trop reconnaissable, les tasses que ma mère avait achetées pour mon bien, les pulls que Léa prétendait être les siens jusqu'à ce qu'elle se sente généreuse, les cadres que papa avait insisté pour que j'accroche pour que l'endroit ressemble à une maison. Je ne voulais rien qu'il puisse revendiquer. À 2 heures du matin, le camion de déménagement a doucement vrombi dehors. Nous avons chargé ma vie dans l'obscurité, chaque voyage dans le couloir ressemblant à un compte à rebours. Quand le camion s'est éloigné, j'ai verrouillé la porte une dernière fois et j'ai glissé la clé de secours, que ma mère avait un jour brandie comme un badge, dans une enveloppe adressée au propriétaire. Pas d'explication, pas d'adresse de réexpédition. Dans le nouvel immeuble, le gardien de nuit a vérifié ma carte d'identité, m'a remis un badge noir élégant et m'a souhaité la bienvenue par mon nom. Ce petit geste a ressemblé à une révolution silencieuse. En entrant dans mon nouvel appartement, la porte claquant derrière moi, une phrase s'est formée nettement dans mon esprit: je n'ai pas déménagé sans leur dire par méchanceté, ni par rébellion, mais parce que disparaître était le seul moyen de devenir enfin visible à mes propres yeux. Pendant les 3 premiers jours dans mon nouvel appartement, j'ai gardé mon téléphone en mode silencieux et face contre terre. J'ai laissé le monde se réduire au bourdonnement régulier de l'immeuble, à l'écho doux de mes pas sur le parquet, au confort inconnu de savoir que chaque son à l'intérieur de ces murs venait de moi et de moi seul. J'ai dormi sans sursauter, j'ai cuisiné sans me demander qui réorganiserait mes ingrédients quand je ne regardais pas. C'était comme de l'oxygène que je n'avais pas respiré depuis des années. Mais la paix dans ma famille ne durait jamais longtemps. Le matin du 4e jour, j'ai finalement retourné mon téléphone. L'écran s'est allumé comme une fusée de détresse, des dizaines d'appels manqués, des SMS frénétiques, des messages vocaux empilés avec des horodatages espacés de quelques minutes seulement. Ma mère, mon père, Léa, même des numéros que je ne reconnaissais pas, probablement des voisins de mon ancien immeuble. Camille répond immédiatement: ce n'est pas drôle, où es-tu, on arrive, appelle-nous tout de suite. Et puis la publication de Léa sur les réseaux sociaux: ma sœur a disparu, s'il vous plaît priez pour qu'elle rentre à la maison. Disparu. L'ironie a failli me faire rire, mais plus je faisais défiler, plus je sentais que ce n'était pas juste de la panique, c'était une spirale infernale. J'ai posé le téléphone, essayant de ralentir ma respiration, quand il a sonné à nouveau. Numéro inconnu. Quelque chose m'a dit de décrocher. Est-ce Camille Mercier? A demandé une voix calme. Oui. C'est l'officier Martin de la police nationale à Lyon. Êtes-vous en sécurité en ce moment? Mon estomac s'est noué, mais ma voix est restée stable. Je le suis. Je vous appelle parce que des membres de votre famille ont été impliqués dans un incident à votre ancienne résidence. Nous avons besoin que vous veniez au commissariat pour vérifier quelques détails. J'ai fermé les yeux, expirant lentement. Que s'est-il passé? Ils ont tenté d'entrer dans votre ancien appartement, a-t-elle dit prudemment. Les locataires actuels ont cru à un cambriolage. Bien sûr qu'ils l'ont cru. Ma famille ne frappait pas, ils ne l'avaient jamais fait. J'arrive tout de suite, ai-je dit. Quand je suis entrée au commissariat, les néons bourdonnaient au-dessus des rangées de chaises, l'odeur de café rassis flottait derrière l'accueil. Un agent m'a dirigé vers une petite salle de conférence. En entrant, la scène m'a frappé de plein fouet. Ma mère était assise à la table, le mascara coulant, des larmes traçant des lignes inégales sur ses joues. Mon père planait à côté d'elle, la mâchoire serrée, les yeux dardant vers la porte dès que je suis apparue. Et Léa faisait les 100 pas dans un coin, les bras croisés, le visage bouffi d'avoir pleuré ou d'avoir été prise la main dans le sac, c'était difficile à dire. Dès que ma mère m'a vue, elle a halté, se levant si brusquement que sa chaise a grincé contre le sol. Camille! Oh mon Dieu, où étais-tu? On pensait que tu étais morte. Sa voix tremblait, mais sous la panique, j'ai reconnu autre chose, l'accusation, comme si ma disparition avait été une attaque personnelle contre elle. Je ne me suis pas approchée. Je vais bien, ai-je dit doucement. Vous n'auriez pas dû être à mon appartement. Ce n'est plus ton appartement, a marmonné mon père comme si cela justifiait tout. L'officier Martin est entré, calme et posé. Asseyons-nous tous, a-t-elle dit.
Ma mère a reniflé théâtralement et s'est effondrée sur sa chaise, serrant des mouchoirs comme des accessoires de scène. Je suis restée debout jusqu'à ce que l'officier me fasse signe de m'asseoir en face d'eux. Mademoiselle Mercier, a-t-elle commencé, nous devons clarifier votre situation car votre famille vous a signalé disparu. Je n'étais pas disparue, ai-je dit, j'ai déménagé. Tu as déménagé, a répété ma mère, sa voix se brisant, sans nous le dire. Son ton blessé m'aurait anéanti autrefois, maintenant il sonnait comme un piège familier qui se déclenchait. Oui, ai-je répondu simplement. Léa a levé les yeux au ciel. Tu es ridicule, Camille. Si tu nous l'avais juste dit, rien de tout ça ne serait arrivé. L'officier Martin s'est raclé la gorge. Revenons sur ce qui s'est passé. Selon les locataires et les témoins, votre famille a tenté de forcer l'entrée d'un logement qui n'était pas le leur. C'est un mensonge, a claqué ma mère. On pensait que Camille était à l'intérieur. On essayait de la sauver. En escaladant le balcon de quelqu'un, a demandé l'officier d'un ton égal. Léa a bougé, mal à l'aise. J'ai glissé. Ce n'était pas comme un vrai cambriolage. Mon père s'est massé la tempe. Nous étions désespérés. Notre fille s'est volatilisée. Que étions-nous censés penser ? Vous étiez censé respecter sa vie privée, a dit l'officier. C'est une adulte. Son absence n'est pas un crime. Leur silence est retombé comme un poids sur la table. J'ai inspiré. J'ai déménagé parce que vous ne cessiez d'entrer chez moi. La tête de ma mère a fouetté vers moi. On entrait seulement pour t'aider. Tu as menti à mon propriétaire, lui ai-je rappelé. Tu lui as dit que j'étais instable pour qu'il te laisse entrer. Elle a tressailli au mot menti mais a récupéré rapidement. J'étais inquiète. Tu as lu mes affaires. Tu as réorganisé ma maison. Tu as donné un double des clés à Léa. Léa a pouffé. Oh, s'il te plaît. Tu agis comme si j'avais volé quelque chose. Tu as volé mon espace, ai-je dit, mon refuge. L'officier Martin a croisé les mains. Mademoiselle Mercier, souhaitez-vous documenter formellement ces problèmes de limite ? Ma mère a haleté. Documenter ? C'est notre fille. Et vous êtes des intrus, a répondu l'officier calmement. Intentionnel ou non, les mots ont frappé ma famille plus fort que tout ce que j'avais pu dire. Mon père s'est penché en avant. Camille, allez. On a fait des erreurs, mais impliquez la police. Vous les avez impliqués, ai-je dit doucement, pas moi. Et laissez-les faire face à la police. La ligne que j'avais tracée, celle qui définissait tout, s'est installée sur la pièce comme une vérité absolue. Aucun d'eux ne pouvait s'échapper. Les lèvres de ma mère tremblaient. Je n'arrive pas à croire que tu nous fasses ça. J'ai croisé son regard. Je ne vous fais rien. J'ai juste arrêté de vous laisser me faire des choses. Silence. Lourd. Nécessaire. L'officier Martin a fait glisser un formulaire sur la table. Compte tenu des circonstances, je recommande un accord écrit sur les limites à respecter. Ce n'est pas une ordonnance de protection judiciaire, mais une main courante détaillée qui documente les attentes pour l'avenir. Ma mère l'a regardé comme si c'était une condamnation à mort. J'ai gardé ma voix stable. Voici mes conditions. 3 règles simples. Vous ne vieurez pas à mon nouveau domicile, nous ne nous rencontrerons que dans des lieux publics, vous n'accéderez jamais à mes affaires personnelles, mes comptes ou mon courrier. Mon père a froncé les sourcils. C'est extrême. Non, ai-je dit doucement. C'est l'âge adulte. Pendant un instant, personne n'a bougé. Puis, lentement, avec la réticence des gens réalisant que le monde ne plie plus pour eux, mes parents ont signé. Léa a signé en dernier, les sourcils froncés, la mâchoire serrée, la compréhension se faisant enfin jour dans son expression. Quand le papier est revenu vers moi, la signature scintillant légèrement sous la lumière crue, quelque chose dans ma poitrine s'est dénoué, quelque chose qui était tordu depuis des années. Ma mère a chuchoté, ça me manque, l'époque où tu avais besoin de nous. J'ai rassemblé les papiers calmement. Vous pouvez toujours être dans ma vie. Vous ne pouvez juste pas être dans ma maison. L'officier Martin a hoché la tête avec approbation.
Et alors que je sortais du commissariat, l'air frais de la nuit m'a enveloppé comme une page blanche. J'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis très, très longtemps. Une liberté gagnée, choisie, indéniable. Les jours après le commissariat ont semblé inhabituellement calmes, comme si le monde avait enfin cessé de presser contre ma peau. Dans mon nouvel appartement, les matins étaient lents et doux. J'ouvrais les stores et laissais la lumière du soleil inonder le parquet, un rappel que cet espace, cette paix, m'appartenait entièrement. Pas de pas inattendu, pas d'épicerie organisée, pas de peur persistante que quelqu'un ait franchi une ligne pendant mon absence. Ma famille a gardé ses distances, comme convenu. Nous nous rencontrions seulement dans des lieux neutres, un café tranquille près de la gare, où les tables étaient petites et les limites indubitables. Ma mère arrivait prudemment maintenant, comme si elle entrait dans une pièce où les règles avaient changé et qu'elle ne savait plus lesquelles s'appliquaient à elle. Mon père écoutait plus qu'il ne parlait, et Léa s'était étonnamment adoucie, la honte d'avoir affronté la police l'avait mûrie d'une manière que les leçons de morale n'avaient jamais pu faire. Aucun de nous ne prétendait que les choses étaient parfaites, mais pour la première fois, il traitait mon espace, émotionnel et physique, comme quelque chose de réel, quelque chose de valide. Et au fil des semaines, je me suis sentie m'épanouir dans la vie que j'avais repoussée pendant des années. Je respirais plus profondément. Je dormais pleinement. J'existais sans me préparer à un impact. Parfois, la guérison n'est pas bruyante. Parfois, c'est le simple son d'une porte verrouillée qui reste verrouillée. Avec du recul, partir n'était pas la punition qu'ils avaient toujours imaginée. C'était la première fois que je me choisissais, sans excuse. Ma famille existe toujours dans ma vie, juste à une distance qui me permet enfin de respirer.